En 1512, Nicolas Machiavel était au sommet. Il avait tout. Il était le secrétaire de la deuxième chancellerie de Florence. Il menait des missions diplomatiques auprès des cours les plus puissantes d'Europe. Les princes le recevaient, les généraux le consultaient. Pendant 14 ans, il avait été le cerveau, l'architecte, derrière la politique étrangère florentine. Et puis, en une seule nuit, il a absolument tout perdu. Les Médicis sont revenus au pouvoir. Machiavel a été destitué, accusé de conspiration, arrêté et emmené dans les cachots de Florence. Là, ils l'ont soumis à l'estrapade, une forme de torture où l'on vous suspend par les poignets, attaché derrière le dos, et on vous laisse tomber, répétitivement. Cela détruit les épaules, brise les tendons. C'est une douleur si intense que beaucoup d'hommes perdent la raison. Machiavel a été torturé 6 fois, 6 chutes. 6 fois, il a senti ses os se séparer de ses articulations. Mais il n'a pas parlé. Il n'a dénoncé personne. Et quand ils l'ont finalement libéré, c'était seulement pour l'exiler dans un petit domaine, aux abords de la ville. Un peu comme si on avait envoyé Fouquet en disgrâce, loin de Versailles. Le voilà, à 43 ans, sans fonction, sans influence, sans argent, sans avenir. L'homme qui avait marché parmi les rois vivait désormais parmi les paysans, jouant aux cartes dans des tavernes misérables, vêtus de vêtements sales, oubliés de tous. La plupart des gens, dans cette situation, se seraient résignés. Ils auraient abandonné, auraient passé le reste de leur vie à se plaindre de l'injustice, à blâmer les Médicis, à se souvenir du bon vieux temps, où ils étaient importants. Mais Machiavel n'était pas la plupart des gens. Ce qu'il a fait pendant ces années d'exil n'a pas seulement changé sa vie, cela a changé l'histoire de la pensée occidentale et la méthode qu'il a utilisée. La méthode pour transformer une destruction totale en domination absolue. C'est exactement ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Ceci n'est pas une vidéo de motivation. Je ne vais pas vous dire que l'univers a un plan pour vous. Je ne vais pas vous raconter que tout arrive pour une raison. Ce sont des foutaises qui vous maintiennent passifs, à attendre que les choses s'améliorent par magie. Ce que je vais vous enseigner est froid, c'est calculé, c'est impitoyable dans son honnêteté. C'est le même processus que Machiavel a utilisé pour se relever de ses cendres, mais transformé pour que vous puissiez l'appliquer à votre vie aujourd'hui. Et si vous l'appliquez correctement, vous n'allez pas seulement vous remettre de ce qui vous a détruit. Vous allez utiliser cette destruction comme le carburant pour atteindre un niveau de pouvoir que vous n'auriez jamais atteint sans elle. Il y a quelque chose que la science a découvert récemment, que Machiavel a intuitivement compris il y a 500 ans. Cela s'appelle la croissance post-traumatique, et cela contredit complètement ce que la culture populaire vous a enseigné sur la souffrance. Le psychologue William James, en 1902, a documenté des cas de ce qu'il appelait la personnalité née 2 fois. Il a découvert que certaines personnes, après avoir expérimenté des crises dévastatrices, ne se contentaient pas de se rétablir. Elles se transformaient, émergeaient avec des capacités qu'elles n'avaient pas auparavant, avec une clarté qu'elles ne possédaient pas avant, avec un pouvoir qui leur était inaccessible avant. Jung a élargi cette idée. Il a observé que la psyché a une capacité d'autocorrection, à travers ce qu'il appelait la désintégration et la réintégration. C'est-à-dire que l'ancien moi doit s'effondrer complètement, pour qu'un moi nouveau et plus adapté puisse émerger des décombres. Une idée que Sartre aurait pu explorer dans un contexte existentiel. Ce qui est fascinant, c'est ceci. Les transformations rapides de personnalité ne se produisent pas chez les personnes contentes de leur vie. Elles se produisent chez les personnes qui ont touché le fond, la souffrance aiguë, la dépression prolongée, la désillusion totale face à la vie. Ce sont les terres fertiles où la renaissance psychologique se manifeste. Machiavel le vivait dans sa chair. Et ce qu'il a fait de cette expérience, c'est exactement ce qui distingue ceux qui renaissent plus forts, de ceux qui simplement survivent. Laissez-moi vous raconter ce qui se passait chaque nuit, dans ce domaine misérable à Sant'Andrea in Percussina. Pendant la journée, Machiavel vivait comme un paysan. Il supervisait la coupe du bois,
jouait aux cartes à la taverne locale, discutait avec les bouchers et les meuniers du village, se vêtait de vêtements sales et usés. Mais quand la nuit tombait, quelque chose changeait. Il le décrit lui-même dans une lettre à son ami François Vettori, datée du 10 décembre 1513. Cette lettre est l'un des documents les plus révélateurs de l'histoire, sur la façon de transformer la destruction en pouvoir. Machiavel écrit que lorsque la nuit arrive, il retourne à sa maison, sur le seuil. Il enlève les vêtements sales de la journée, couverts de boue et de sueur. Et alors, il se vêt de vêtements de cour, comme s'il allait se présenter devant un prince. Relisez ça. Un homme exilé, ruiné, oublié, se vêt chaque nuit de vêtements élégants, seul, dans un domaine misérable, sans personne pour le voir. Pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il comprenait quelque chose, que la neuroscience moderne a confirmé il y a seulement quelques années. Le cerveau ne distingue pas entre un comportement authentique et un comportement simulé. Après suffisamment de répétitions, Machiavel reprogrammait son identité. Il refusait d'intérioriser sa situation actuelle comme son identité permanente. Et alors, vêtu en courtisan, il entrait dans son bureau. Là, dit-il, j'entre dans les cours antiques des hommes antiques. Je converse avec eux. Je leur demande les raisons de leurs actions. Et ils, par leur humanité, me répondent pendant 4 heures chaque nuit. Machiavel étudiait les grands de l'histoire. César, Alexandre, les empereurs romains, les princes italiens, mais il ne les étudiait pas passivement. Il les interrogeait, analysait leurs décisions, extrayait des schémas. De ces nuits est né le prince, l'œuvre qui l'immortalisera, l'œuvre qui fondera la science politique moderne, l'œuvre qui mourra des siècles plus tard, continuerait d'être lue par des présidents, des généraux et des chefs d'entreprise. Mais voici le point, que presque personne ne comprend. Machiavel n'a pas écrit Le Prince malgré sa destruction. Il l'a écrit grâce à elle. L'humiliation, la torture, l'exil lui ont donné quelque chose que 14 ans au pouvoir ne lui avaient jamais donné. Lui ont donné de la perspective, lui ont donné du temps, lui ont donné la distance nécessaire pour voir les schémas qu'il avait vécus de l'intérieur, mais qu'il n'avait jamais pu analyser de l'extérieur. C'est ce que les psychologues modernes appellent la théorie du phénix. Ce n'est pas une théorie scientifique formelle, mais c'est un cadre conceptuel que la recherche a validé à maintes reprises. L'idée est que la croissance personnelle profonde est fréquemment précédée par des périodes de crise intense ou de destruction. L'adversité peut être un catalyseur puissant pour le changement positif et la résilience, mais, et c'est là que la plupart se trompent, la destruction seule ne produit pas la renaissance. Ce qui produit la renaissance, c'est ce que vous faites de la destruction. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner maintenant. Il y a 3 phases dans la méthode de Machiavel pour renaître de ses cendres. Je les ai extraites de ses lettres, du Prince, des discours sur la première décade de Tite-Live et de sa propre biographie. Et je les ai traduites en étapes pratiques, que vous pouvez appliquer à toute situation de destruction personnelle. La première phase, je l'appelle la séparation stratégique. Quand Machiavel fut exilé, il fit quelque chose que la plupart des gens en crise ne font pas. Il se sépara de sa situation. Il ne nia pas la réalité. Il ne fit pas semblant que tout allait bien. Mais il ne s'identifia pas complètement à sa situation non plus. Dans ses lettres, il parle de lui-même presque à la 3e personne. Il observe sa propre situation comme un stratège observerait un champ de bataille. Il ne dit pas « Pauvre de moi, quel malheureux je suis ». Il dit « Voilà la situation, voilà les facteurs, voilà les issues possibles ». Les études de 2024 sur l'autocompassion montrent exactement pourquoi cela fonctionne. L'autocompassion, qui consiste à se traiter avec la même objectivité et la même bienveillance que l'on traiterait un ami, prédit un sentiment de valeur personnelle, 40%, plus stable que l'estime de soi traditionnelle. L'estime de soi vous rend dépendant des résultats externes. L'autocompassion vous donne une base solide, indépendante des circonstances. Mais Machiavel alla plus loin. Il utilisait ce que nous pouvons appeler un langage de 3e personne interne.
au lieu de dire « je suis ruiné ». Machiavel pensait « Machiavel est dans une situation de désavantage temporaire. Quel serait le mouvement optimal ?» La neuroscience de 2024 confirme que ce type de distanciation psychologique active le cortex préfrontal médial, la région du cerveau associée à la métacognition et à la régulation émotionnelle. En même temps, elle réduit l'activation de l'amygdale, le centre de la peur et de la réactivité émotionnelle. En d'autres termes, quand vous vous séparez de votre situation et que vous l'observez stratégiquement, vous changez littéralement quelle partie de votre cerveau contrôle vos décisions. Vous passez du cerveau émotionnel au cerveau stratégique. Voici comment appliquer cela. Quand vous êtes au milieu d'une crise, consacrez 10 minutes par jour à écrire sur votre situation à la troisième personne. N'écrivez pas « Je suis dévasté parce que j'ai perdu mon travail ». Écrivez « Cette personne a perdu son emploi ». Quels sont les faits objectifs? Quelles sont les ressources disponibles? Quels sont les mouvements possibles? Ce n'est pas de la négation, c'est de la perspective. Et la perspective est la première condition pour toute stratégie efficace. La deuxième phase, je l'appelle la transmutation de la douleur. C'est là que Machiavel a démontré son génie. Il n'a pas essayé d'échapper à la douleur. Il n'a pas essayé de la surmonter. Il l'a utilisée. Pensez à ce qu'il a dû ressentir chaque soir quand il s'habillait avec ses vêtements de cour, l'ironie d'être un courtisan sans cour, l'amertume d'avoir été trahi par la ville qui l'avait servi, la douleur des épaules qui ne guérirait jamais complètement de la torture. Imaginez Fouquet, se préparant pour une soirée à Vaux-le-Vicomte après sa disgrâce, ou Talleyrand, naviguant dans les couloirs du pouvoir malgré les trahisons. Machiavel a canalisé tout cela dans son écriture. Le Prince n'est pas un livre froid et académique. C'est un livre furieux. Il est rempli d'observations cinglantes sur l'ingratitude des princes, la stupidité de ceux qui font confiance à la fortune, la cruauté nécessaire pour maintenir le pouvoir. Mais la furie est contrôlée, elle est canalisée, elle est transformée en analyse. Machiavel a pris sa rage et l'a convertie en clarté. Il existe une étude de 2024 publiée dans Frontiers in Psychology qui éclaire ce processus. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui reçoivent une rétroaction négative, c'est-à-dire des informations qui contredisent leur image d'elles-mêmes, répondent fréquemment par l'auto-tromperie. Le cerveau rejette littéralement l'information au lieu de la traiter. Mais il y a une alternative. Certaines personnes, au lieu de nier la rétroaction négative, l'utilisent comme carburant pour changer. Ces personnes ont tendance à avoir quelque chose en commun. Elles ont développé ce que les chercheurs appellent la flexibilité cognitive, la capacité de soutenir plusieurs perspectives simultanément. Machiavel avait cela en abondance. Il pouvait voir son humiliation et en même temps voir comment cette humiliation lui donnait des idées qu'il n'aurait jamais eues depuis le pouvoir. Il pouvait sentir sa rage et en même temps l'utiliser comme énergie pour écrire. La clé est de ne pas réprimer la douleur, mais de ne pas se laisser consumer par elle non plus. C'est de la canaliser. Voici la méthode pratique. Identifiez l'émotion la plus intense que vous ressentez à propos de votre situation actuelle. Rage, humiliation, peur, trahison. Maintenant, redemandez-vous si cette émotion pouvait parler. Qu'est-ce qu'elle me dirait sur ce qui compte vraiment pour moi? La rage indique habituellement que quelque chose de précieux a été violé. L'humiliation indique qu'il y a une discrépance entre qui vous croyez être et comment vous êtes traité. La peur indique qu'il y a quelque chose d'important en risque. Une fois que vous avez identifié le message, demandez-vous: comment puis-je utiliser cette énergie pour me diriger vers ce qui compte vraiment pour moi? Machiavel était furieux parce qu'on lui avait enlevé la possibilité de servir Florence. Mais au lieu de simplement se plaindre, il a utilisé cette furie pour écrire le manuel définitif sur le fonctionnement du pouvoir. Il a transformé son exclusion du jeu en la position parfaite pour analyser le jeu de l'extérieur. La troisième phase, je l'appelle la reconstruction calculée. C'est la phase où la plupart des gens qui tentent de se relever échauvintent, parce qu'ils commettent l'une des deux erreurs, où ils essaient de revenir exactement à l'endroit où ils étaient avant, où ils essaient de tout changer d'un coup. Machiavel n'a fait ni l'une ni l'autre. Il a compris quelque chose
que la recherche moderne sur le changement de comportement a confirmé. Le changement durable ne vient pas de la force de volonté héroïque. Il vient de systèmes, de rituels, de structures qui rendent le nouveau comportement automatique. C'est pourquoi il s'habillait chaque soir. C'est pourquoi il étudiait 4 heures. C'est pourquoi il écrivait. Ce n'étaient pas des actes isolés de discipline. C'était un système conçu pour reconstruire son identité, pièce par pièce. Une étude de 2023 publiée dans Psychological Review a constaté que la maîtrise de soi efficace ne dépend pas d'une force de volonté consciente constante. Elle dépend de systèmes automatiques et d'encre contextuelle établis par des rituels. C'est-à-dire, quand vous créez un rituel et que vous le répétez constamment, il finit par devenir automatique. Machiavel l'a intuité. Son rituel nocturne ne nécessitait pas de décision chaque jour. Il était automatique. Et cela libérait son énergie mentale pour le travail réel de reconstruction. Mais voici l'autre idée, cruciale. Machiavel n'a pas essayé de reconstruire sa vie antérieure. Il a construit quelque chose de nouveau. Il ne redeviendrait jamais secrétaire de la 2e chancellerie. Les Médicis ne lui feraient jamais complètement confiance. Sa carrière diplomatique était terminée. Au lieu de lutter contre cette réalité, il l'a acceptée. Et il s'est demandé, étant donné que mon ancienne vie n'est plus possible, quelle est la nouvelle vie la plus puissante que je peux construire avec ce que j'ai? La réponse fut de devenir le théoricien du pouvoir le plus influent de l'histoire. Il a embrassé sa nouvelle identité, comme Jean-Paul Sartre l'aurait encouragé, en faisant de sa liberté la source de son essence, et en transformant son existence en une œuvre d'art, à l'image d'Albert Camus et de son appel à se révolter avec lucidité et passion. Machiavel n'aurait jamais écrit Le Prince s'il était resté au pouvoir. Il n'aurait pas eu le temps, pas le recul nécessaire, pas la motivation. Sa disgrâce, sa destruction lui ont offert, précisément, les conditions dont il avait besoin pour créer une œuvre que 14 années de succès ne lui auraient jamais permis d'écrire. C'est ce que les psychologues appellent la recontextualisation, prendre la même situation et la voir sous un angle complètement différent. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas un optimisme béat, c'est la capacité de voir de multiples significations dans la même réalité, comme le ferait un Jean-Paul Sartre face à l'absurde. Et voici comment l'appliquer. Faites une liste de tout ce que votre destruction vous a enlevé. Ensuite, pour chaque élément, demandez-vous, en perdant ceci, qu'ai-je gagné? Quelle nouvelle capacité ai-je maintenant? Quelle nouvelle perspective? Du temps, de la clarté. Et, finalement, demandez-vous, étant donné, exactement où j'en suis maintenant, sans fantasmer sur où je devrais être, quelle est la vie la plus puissante que je puisse construire à partir de là, pas à partir d'où vous étiez, pas à partir d'où vous croyez que vous devriez être, mais d'où vous êtes. Machiavel ne pouvait pas changer son exil, mais il pouvait, complètement, changer ce que cet exil signifiait, et tout pays en le faisant. Il a transformé une sentence de mort politique en la naissance de son héritage, immortel, un peu comme Fouquet, tombé en disgrâce, mais dont l'histoire continue de fasciner. Il y a aussi quelque chose d'autre que Machiavel comprenait et que la science moderne commence à peine à appréhender, et cela a trait à la relation entre la souffrance et la clarté. Dans Le Prince, Machiavel écrit que la fortune est comme un fleuve torrentiel. Quand il déborde, il inonde les plaines, déracine les arbres et détruit les bâtiments. Tous fuient devant lui. Tous cèdent à son impétuosité, sans pouvoir s'y opposer, en aucune manière. Mais cela n'empêche pas que quand le calme revient, les hommes puissent construire des digues et se préparer aux prochaines crues. Cette métaphore contient une vérité psychologique profonde. Les moments de crise, les débordements de la fortune, révèlent la véritable nature des choses. Ils montrent quelles structures étaient solides et lesquelles étaient des illusions. Ils montrent
qui étaient des alliés réels et qui étaient des opportunistes. Il montre quelle partie de votre identité était authentique et lesquelles étaient des performances. Il y a des recherches de 2024 qui montrent que les personnes qui vivent à des événements traumatiques rapportent fréquemment une plus grande clarté sur leurs valeurs, leurs priorités et leurs relations après avoir processus l'expérience, pas malgré le trauma, grâce à lui. Le trauma agit comme un révélateur qui dissout les illusions et ne laisse que ce qui est réel. Machiavel a utilisé sa destruction comme un laboratoire. Il a observé comment les gens réagissaient quand il n'avait plus de pouvoir, qui lui rendait visite en exil, qui l'ignorait, qui le trahissait, qui restait loyal. Ces observations ont nourri Le Prince, cette fameuse phrase sur le fait que les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, fuient le danger, sont avides de gains. Elle ne vient pas d'un livre, elle vient de l'expérience directe d'un homme qui avait vu exactement comment il était traité quand il n'avait plus rien à offrir. Votre destruction, si vous l'utilisez correctement, vous donnera le même type de clarté. Vous allez voir qui étaient vos vrais amis. Vous allez voir quelle valeur vous avez, vraiment. Vous allez voir quelle force vous possédez, vraiment. Et vous allez voir, avec une clarté que le confort ne permet jamais, exactement, qui vous êtes quand tout le reste a été enlevé. Mais cette clarté a un coût, et c'est là que je dois être brutalement honnête avec vous. Machiavel n'a jamais été heureux au sens conventionnel du terme. Ses lettres sont pleines de plaintes, de frustrations, de tentatives ratées de retrouver une influence politique. Il est mort en 1527, convaincu qu'il avait échoué dans ce qui comptait le plus pour lui, servir Florence. Dans une position de pouvoir, un destin, partagé par Talleyrand, homme d'État brillant, mais constamment écarté. Ce qu'il a gagné n'était pas le bonheur, c'était quelque chose de plus, rare. C'était la capacité de voir clairement, d'analyser, sans illusion, de comprendre comment le pouvoir fonctionne réellement, sans les voiles. C'est que la plupart des gens maintiennent sur leurs yeux. C'est l'offre que la théorie du phénix vous fait. Elle ne vous promet pas que vous allez être heureux. Elle vous promet que vous allez être lucide. Elle vous promet que vous allez voir la réalité telle qu'elle est, pas comme vous aimeriez qu'elle soit. Elle vous promet que vous allez agir à partir de la clarté, pas de l'illusion. Pour certaines personnes, cela ne vaut pas le prix. Elles préfèrent le confort des illusions. Elles préfèrent croire que le monde est juste, que les gens sont bons, que si vous faites ce qui est juste, vous serez récompensé. Machiavel les appelait des fantaisistes, des personnes qui vivent dans des mondes imaginaires et sont surprises quand la réalité les frappe. Le prix de la Renaissance est de perdre ses illusions, et tout le monde n'est pas prêt à le payer. Il y a un concept en psychologie appelé pessimisme défensif. Des chercheurs de Penn State ont découvert que les personnes qui utilisent le pessimisme défensif, c'est-à-dire qui anticipent les pires scénarios et s'y préparent, surpassent les optimistes aux compétences similaires dans des tâches importantes. 44% de la différence s'explique par la flexibilité cognitive et la préparation. Machiavel était le pessimiste défensif, suprême. Il n'a jamais supposé que les choses se passeraient bien. Il avait toujours des plans de contingence. Il anticipait toujours la trahison, l'ingratitude, l'échec. Cela le faisait paraître cynique, mais cela le rendait aussi efficace, parce que, quand les choses tournaient mal, comme cela arrive, inévitablement, il avait déjà un plan, il avait déjà processus, le coup, avant qu'il n'arrive. Et quand les choses se passaient bien, c'était un bonus, pas une attente.
C'est la mentalité du renaissant. Pas d'espoir aveugle, préparation, calculée. Acceptation de la réalité, telle qu'elle est, combinée à une action stratégique pour la mouler vers où vous voulez qu'elle aille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes probablement pas le genre de personne qui recherche un réconfort vide. Vous avez probablement vécu quelque chose qui vous a détruit, ou vous êtes en plein milieu de cette destruction maintenant, et vous cherchez non pas de belles paroles, mais une méthode réelle pour en sortir plus fort. Si ce contenu vous a apporté quelque chose de valeur, envisagez de soutenir ce travail via le bouton « Super merci » sous la vidéo. Ce n'est pas une demande de charité, c'est un échange. J'investis des semaines à rechercher, analyser. Soyez traduire ces concepts en quelque chose d'applicable. Votre soutien rend possible que je continue à faire cela au lieu de produire le contenu superficiel que l'algorithme récompense. Chaque super merci est un vote qui dit que ce type de contenu, le type qui ne vous ment pas et ne vous console pas faussement, a de la valeur. Maintenant, laissez-moi vous donner le résumé final, la méthode de Machiavel pour renaître de ses cendres, à 3 phases. Premièrement, séparation stratégique. Vous vous séparez de votre situation et vous l'observez comme un stratège observerait un champ de bataille. Vous utilisez le langage de la 3e personne. Vous activez votre cortex préfrontal au lieu de votre amygdale. Deuxièmement, transmutation de la douleur. Vous ne réprimez pas vos émotions et vous ne vous laissez pas consumer par elles. Vous canalisez. Vous identifiez le message caché derrière l'émotion et vous utilisez cette énergie pour avancer vers ce qui compte vraiment pour vous. Troisièmement, la reconstruction calculée. Vous n'essayez pas de revenir à votre point de départ. Vous n'essayez pas de tout changer d'un seul coup. Vous créez des systèmes, des rituels, qui automatisent votre nouveau comportement. Et vous construisez quelque chose de neuf, exactement à partir de là où vous êtes, et non à partir de l'endroit où vous pensez que vous devriez être. C'est un peu comme Fouquet après sa disgrâce. Il a su reconstruire sa vie, pas à pas. Le résultat n'est pas le bonheur conventionnel, c'est la clarté. C'est la capacité de voir la réalité sans illusion. C'est pouvoir agir avec lucidité, au lieu de se perdre dans des fantasmes. Une lucidité à la Camus, confrontée à l'absurde. Machiavel a tout perdu à 43 ans. Il est mort à 58 ans, sans avoir retrouvé la position politique qu'il désirait tant. Mais il a écrit le livre qui allait fonder la science politique moderne, Le Prince. Un livre que l'on continue de lire 500 ans plus tard. Un livre qui a influencé des empereurs, des révolutionnaires et des théoriciens pendant des siècles. Ça, c'est la renaissance de ses cendres. Ce n'est pas récupérer ce que vous avez perdu. C'est créer quelque chose que vous n'auriez jamais pu créer sans cette destruction. C'est la théorie du phénix. Votre destruction, quelle qu'elle soit, contient la même possibilité, mais seulement si vous l'utilisez correctement. Maintenant, je veux vous poser une question, et je veux que vous y répondiez honnêtement dans les commentaires. Quelle a été la destruction la plus significative de votre vie? Et quelle clarté, si tant est qu'il y en ait une, en avez-vous tiré? Je ne cherche pas des histoires inspirationnelles. Je cherche l'honnêteté. Je cherche des personnes qui peuvent regarder leurs pires moments et voir, avec des yeux froids, ce que ces moments leur ont enseigné. Lisez les commentaires des autres. Vous allez trouver des personnes qui traversent ce que vous avez déjà traversé, et des personnes qui sont déjà sorties de l'endroit où vous êtes maintenant. Il y a quelque chose d'autre que je dois vous dire avant de terminer. La renaissance n'est pas garantie. Tout le monde ne se transforme pas après avoir souffert. En fait, la majorité ne le fait pas. La majorité reste dans la souffrance, devient amère, se referme sur elle-même, utilise sa destruction comme une excuse, au lieu de l'utiliser comme un combustible. La différence entre ceux qui renaissent
et ceux qui ne renaissent pas, tient à une seule chose, la disposition à voir la réalité clairement, sans victimisation, sans auto-tromperie, sans le fantasme que quelqu'un va venir vous sauver. Machiavel n'attendait pas que les Médicis le pardonnent. Il n'attendait pas que la fortune tourne en sa faveur. Il n'attendait rien, mais il agissait. Chaque soir, il se vêtait de ses habits de cour. Chaque soir, il étudiait les anciens. Chaque soir, il écrivait « A Sant'Andrea in Percussina ». C'est ça qui sépare ceux qui renaissent de ceux qui se contentent de survivre. L'action, pas l'espoir. L'action, c'est un peu l'existentialisme à la Sartre. L'action avant l'essence. Et cette action doit commencer aujourd'hui, pas demain. Pas quand vous vous sentirez mieux. Pas quand les circonstances s'amélioreront. Aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, abonnez-vous, activez la cloche. Parce que le prochain contenu va approfondir les techniques spécifiques que Machiavel utilisait pour garder son esprit affûté pendant ses années d'exil. Des techniques que vous pouvez appliquer directement à votre situation actuelle. Vous n'êtes pas le seul à vous battre. Mais vous pouvez être l'un des rares à utiliser cette lutte pour vous transformer en quelque chose de plus fort. Machiavel l'a fait. Vous le pouvez aussi. Mais seulement si vous commencez maintenant.